Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité sur la meilleure des chaînes Évasion Guinée et bienvenue dans votre émission Partir ou Rester, cette émission qui traite de l'immigration en général, mais en particulier de l'immigration clandestine, vous le savez déjà. Les témoignages des personnes qui ont vécu ce fléau ou qui ont vu un petit peu nos concitoyens souffrir de ce fléau qui n'est autre que l'immigration clandestine qui gangrène aujourd'hui nos sociétés. Les gens n'en parlent pas, mais dans cette émission, nous en parlons bien sûr. Il y en a qui sont partis, ils sont nombreux qui sont partis du côté de l'Occident. Il y en a d'autres qui ont choisi de rester là-bas, de faire la vie. Par contre, d'autres ont décidé de revenir dans leur pays pour servir la nation. Tel est le cas de ce monsieur que nous allons recevoir sur ce plateau. D'ailleurs, il est avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien d'un grand monsieur. Voilà, là, je suis obligé de dire son nom. Vous savez déjà, un grand monsieur qui est connu en Guinée, on le sait déjà, et puis dans le monde entier. Il s'agit bien sûr de monsieur Lamine Guirassy. Il est directeur général de Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Espace Région, Labi, Kakondé, Mamou, Suite FM Guinée, d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Lamine, bonsoir. Bonsoir. Un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et voilà, Évasion, je sais que ce n'est pas la première fois pour vous. Non, pas du tout. Bon, j'ai dit, hein, c'est pareil, c'est le même monde. C'est le même monde. Ouais, très content d'être sur le plateau. Surtout, ce qui m'a intéressé à venir dans cette émission, je me suis dit, c'est important de témoigner, c'est important. En même temps, peut-être de faire savoir un petit peu ce qu'on avait vécu à l'étranger. Ouais. Et c'est important de témoigner. Et là, vous êtes bien placé pour témoigner, parce que du coup, vous avez été en France, vous avez vécu en France, et on peut savoir en quelle année et plus précisément, et dans quel but que vous vous êtes rendu du côté de la France. Alors, il faut le dire, moi j'ai grandi à deux continents. Il faut toujours savoir que ma mère, d'ailleurs, y vit, ma femme, mon fils. Donc, quand on me dit souvent de se définir, je dis je suis produit de deux continents, si on peut appeler ça comme ça, dans ce sens que tout simplement, on prend un petit peu l'expérience française. Deux continents, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique. Voilà. Donc, partir, je ne vais pas dire vraiment que c'était une nécessité, mais vu que les parents y vivaient, donc ça fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain en France, très jeune. On partait pour les vacances, on revenait. Et s'installer carrément, c'était dans les années 96. 1996. Et ça aussi parce que mon père, il voulait, et donc... Et voilà, c'est comme ça s'est passé. Et tout en mettant à l'idée comme quoi, un jour, il faut vraiment se retourner, tout simplement. Un jour, il faut se retourner. Et quand vous étiez du côté de la France, vous étiez un petit peu, il faut dire, vous êtes noir, vous êtes guinéen. Et est-ce que par rapport à votre couleur de peau, vous n'avez pas rencontré des difficultés dans la société française? Parce qu'il y a plein de personnes qu'on a invitées dans cette émission. Je prends l'exemple sur mademoiselle Elika Kieta, qui travaille du côté de l'aéroport Charles de Gaulle de France, qui est passée dans cette émission et qui nous a fait entendre qu'elle a formé beaucoup de Françaises, ses collègues, et puis ces Françaises-là ont eu des postes de responsabilité. Tout simplement, elle était noire, elle n'a pas. Est-ce que vous avez vécu ces phénomènes? Particulièrement non, personnellement non, dans ce sens que peut-être que le milieu de la presse, par exemple, c'est un milieu très fermé. Il faut peut-être avoir des pistes ou je ne sais quoi, mais j'ai jamais été victime de racisme, genre qu'on me rejette parce que tout simplement je suis noir. Non, c'est pas le même contexte, dans le sens que, tu l'as dit tout de suite, elle travaille à l'aéroport, donc elle rencontre du monde. Et nous, oui, on rencontre du monde, mais seulement le contexte est différent quelque part. Et voilà, moi, j'ai jamais été victime de ça. Toujours est-il que c'est souvent, même si on ne le dit pas directement, mais c'est le regard, c'est les gestes, et c'est assez frustrant. À un moment, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous ici, à la fin du compte. Et puis voilà, maintenant, continuer, rester, oui, parce que les parents y vivent. Quand je prends l'exemple sur ma mère qui vit toujours en France d'ailleurs, et vous dites, finalement, il faut faire un choix. Le choix, après, il faut peser le pour et le contre. Le pour et le contre. Moi, le jour où j'ai décidé de rentrer carrément en Guinée, mes amis me disaient que j'étais devenu fou. Je me suis dit non, mais parce que tout simplement, je pense que je serais beaucoup plus utile dans mon pays d'origine que de rester en France, dans ce sens que tout simplement, ce que j'ai su peut-être apprendre là-bas, ce que j'essaye
comme la Guinée à s'en sortir, va aider. Justement, ça peut aider le pays à ce que mon expérience peut-être sur le plan des médias, que je puisse servir mon pays, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, à travers tout ce que nous avons mis sur place ici en Guinée. Ici en Guinée. Et du coup, quand vous disiez en France, c'est pas facile, hein, franchement, avec les métros, avec les belles maisons et tout ce que la belle vie européenne, tout ça là. Vous vous êtes dit non, j'ai pas besoin de ça. Et qu'est-ce qui a motivé cela? Qu'est-ce qui a motivé cela? Je pense que d'abord c'est la passion et l'amour du pays. J'aime pas me taper sur la poitrine à dire je suis patriote. Je pense que la personne qui se dit patriote, quelque part, doit poser des actes. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc moi, je parle moins de moi, c'est plutôt les gestes qui comptent. C'est ma conception de la vie, parce que tout simplement, cette histoire de créer un groupe de médias en Guinée, je l'ai toujours répété dans plusieurs émissions, c'est vraiment un rêve d'enfant, si vous voulez, au début. Et du jour au lendemain, je me suis dit, pourquoi pas ne pas le concrétiser? Je n'ai pas pensé à l'époque, comme quoi, à 25 ans, on pouvait tout claquer. En plus, quand on a 25 ans, on est rebelle. On ne pense pas vraiment à l'avenir, quelque part. Et voilà, pour moi, c'était non seulement un défi, mais en même temps, il y avait ce souhait aussi, quelque part, de servir, d'être utile pour mon pays. Et voilà, je n'ai pas pensé à dire, mais qu'est-ce que je perds là, qu'est-ce que je vais gagner de l'autre côté? Parce que à se poser des questions comme ça, on ne va jamais sauter le pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand il y a une différence, c'est clair. Question salaire, par exemple. Moi, à l'époque, quand je travaillais sur des radios comme Fun Radio, comme entre autres Énergie, du côté de la France, si on se refaire un petit peu à ce que... La masse salariale, c'était énorme. C'est énorme, évidemment, par rapport à ici. Mais quand vous prenez ce salaire-là aussi, à la fin du compte, vous vous asseyez à la fin du mois, vous dites, mais... Enfin... Une fois que le loyer est payé, une fois que vous enlevez toutes les charges, ça devient très 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 compliqué. Dans ce sens que vous dites, ok, 4 500 € en Europe par mois, c'est énorme. C'est plus de peut-être 35 millions ici. Quand tu calcules au fait les factures... C'est ce que je dis, justement. Alors quand vous enlevez tout ce que vous allez mettre de côté, vous dites non, mais c'est pas possible. Je peux gagner ça peut-être en 3 mois en Guinée ou en 2 mois, et ça peut vraiment bien me servir. Et puis voilà, donc moi je n'ai pas à chercher à comprendre pourquoi parce que pour vous, je me suis pas posé une question. Une obligation en même temps, il y avait une conviction, il y avait la passion aussi. J'étais animé de passion. En même temps, parce que j'ai fait une promesse à une personne qui porte le nom d'ailleurs de notre groupe aujourd'hui, Adafo. Et voilà, donc il fallait vraiment partir, quoi. D'accord, il fallait partir. Alors du coup, il y a plusieurs personnes qui sont passées dans cette émission. Et la question a été toujours posée et chacun a répondu de sa manière. Et je vais vous poser cette question. Pour vous, hein, ça engage que vous, quelles sont les causes qui incitent les jeunes à quitter le pays, à choisir la voie clandestine pour se rendre du côté de l'Occident? Écoutez, comme vous dites, les jeunes, par les jeunes, je vais dire vraiment c'est la galère, évidemment. Donc, non, il n'y a pas de raison. C'est la galère? Mais bien sûr, c'est la galère parce qu'on a envie d'avoir une vie meilleure, ça peut se comprendre. Mais je pense que le fait de partir, ce n'est pas ça le problème, mais c'est de revenir dans son pays à dire il faut que je sers à mon pays. Je pense que c'est ce qui doit animer tout un chacun quelque part. La façon de partir également. Voilà. La façon de partir aussi, oui. Je vois aujourd'hui qu'il y a des gens, par exemple, qui empruntent des bateaux ou des pirogues et tout ça pour partir. Des Gibraltar, du côté de Maroc, quoi. Je me dis, est-ce que vraiment c'est une réalité dans notre pays? Ça, c'est une question. Tout en sachant évidemment que je suis conscient. On a vu la Guinée-Faudé par rapport à ce qui s'est passé. Donc, voilà. Il y a la fondation Fondif, la Guinée-Faudé, d'ailleurs, qui ont créé une fondation. Effectivement. Voilà, et du côté de l'aéroport. Donc, on ne peut ne pas être conscient en fait de la réalité, à se dire ok, les gens souvent, quand ce qui est classique, c'est quoi exactement? Les gens prennent allez, je vais dire l'avion ici en Guinée et partent souvent, c'est pour dire je pars en congé, et finalement ces personnes-là restent légalement, justement légalement, et après on se retrouve dans l'illégalité. C'est assez compliqué parce qu'il faut se cacher. Je sais très bien ce que ça veut dire vivre, surtout en Europe sans papier. Se cacher tous les jours, et tout ce que tu fais, c'est pas reconnu. Il faut, en fait, c'est carrément ne pas avoir de dignité. De dignité, effectivement. Et là, vous n'avez parfaitement raison, parce que selon le ministère français de l'Intérieur, de 1998 jusqu'à 2002, 90% des étrangers en situation irrégulière étaient rentrés en France de façon régulière.
souvent c'est comme ça, je viens de le dire tout de suite. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se retrouver? Parce que ce qui se passe aussi, ces personnes-là qui vous retrouvez là-bas sur place, eh bien, si quelque part vous n'êtes pas consciente, je sais pas, vous dites quoi exactement? Ce sont les personnes-là qui vous induisent en erreur, à dire, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Il faut rester, peut-être en se débrouillant ici, tu vas essayer de supporter un petit peu les charges de la famille et tout ça. Donc, c'est des idées qu'on essaie de mettre dans ta tête, et puis après, au fil du temps, tu te dis, et tu te poses cette question, finalement, mais si j'étais resté au pays, moi qui étais peut-être chef d'entreprise ici, ou bien qui avait un petit salaire à la fin du mois, mes parents, aujourd'hui, comment ces parents vivent là-bas de l'autre côté? C'est assez compliqué. Je pense que il faut être clair là-dessus. Ces gens-là, souvent, veulent que vous soyez comme eux. En tout cas, les personnes que vous retrouvez sur le terrain. Sur le terrain. Ouais, c'est compliqué tout ce que vous venez de dire par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui prennent 50 millions, 110 millions, alors que quand ils volent ces 50 millions, ça peut faire un petit peu des affaires ici, mais ils préfèrent prendre cela pour partir en Europe. Pour moi, aujourd'hui, je dirais que l'Europe ou les États-Unis, ou je sais d'autres continents aujourd'hui, en tout cas, je sais que l'Europe est beaucoup plus privée, c'est devenu un fonds de commerce, en fait, quelque part, pour ces familles-là. Oui, je suis conscient qu'il y a des personnes qui vendent aujourd'hui leur maison à se dire, OK, on va miser sur notre fils, par exemple, partir. Oui. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est de savoir dans quelles conditions cet enfant vit là-bas, justement. Et je pense que c'est super important de revenir là-dessus, parce que je prends quelques anecdotes. J'ai fait un tour du côté de Montréal dans les années 2004, 2005, si ma mémoire est bonne. Et j'ai retrouvé en fait ces filles qui vivaient là. Et ces filles, ce sont des filles de ministres en Guinée. Et ce sont des filles de haute personnalité en Guinée. Et quand vous regardez un petit peu comment ces filles-là vivent dans ces pays-là, vous n'allez pas y croire, parce que souvent c'est synonyme de prostitution. Effectivement. Je le sais, je parle en connaissance de cause. Et parce que tout simplement, à la fin du mois, il faut que la famille envoie de l'argent. Et si ça se trouve que la famille est coincée par là, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est évidemment se donner à la prostitution. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Partir ou Rester. Vous qui nous suivez à la maison, d'ailleurs, vous avez l'écran devant vous. Ce numéro s'affiche juste en bas de votre écran. Vous pouvez participer en direct dans cette émission à travers, bien sûr, ce numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, nous sommes avec M. Lamine Girassi, qui n'est plus à présenter, voilà, qui est directeur général de Adafo Média, Espace TV, Espace Radio, Espace Kakandi, voilà, et on est avec M. Lamine Girassi. M. Lamine, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, les coûts de l'immigration clandestine, c'est la galère. Mais bien sûr. Mais il y a plein de personnes qui sont passées ici, qui ont accusé d'une part les médias européens, parce qu'ils disent que l'Europe, ils montrent un petit peu la belle vie européenne, ils ne montrent jamais le côté négatif de l'Europe, ils ne montrent jamais la souffrance dans les banlieues parisiennes, ils montrent seulement un Européen qui est assis avec sa femme en train de manger, donc du coup, les jeunes ont envie de partir, pour eux, l'Europe, c'est le paradis. Je ne peux pas vraiment accuser les médias dans ce sens. Je pense que ce temps maintenant révolu à dire qu'on fait croire un petit peu aux gens comme quoi l'Europe c'est la belle vie. Non, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui, surtout en 2013, aujourd'hui, à se dire l'Internet est passé par là, les radios, en fait. Peut-être que si vous dites que si on fait la différence des années 2000 ou des années 80, aujourd'hui, il y a une grande différence. Aujourd'hui, un jeune Guinéen lambda sait très bien ce qui se passe en Europe, donc il n'y a pas besoin en fait de refaire l'histoire. Mais est-ce que les diasporas aussi ne jouent pas un rôle négatif dans ce sens? Ça dépend, oui, parce qu'on se cache en fait. Il y a les diasporas qui viennent ici, mais bien sûr. Bon, ils sont autour de thé, bien sûr. Comme moi j'étais là-bas, j'étais avec eux. Donc du coup, les enfants aussi ont envie de faire comme eux. Mais bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi, dans le sens que tout simplement, on vient, on essaie de montrer un petit peu, en fait, on joue un rôle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis on joue un rôle, c'est-à-dire on fait croire aux gens de ce qu'on n'est pas, à la fin du compte. Souvent, il y a ces personnes qui débarquent, qui font croire comme quoi ils travaillent dans des banques ou je ne sais quoi, dans des grandes entreprises, mais la réalité, c'est tout à fait autre chose. Et quand vous vous retrouvez après, le masque tombe, et là, ça devient très compliqué. Il y a une personne qui m'avait dit ici que les diasporas, la plupart des diasporas qui viennent chez nous, ils font 1 an d'économie, voire même 2 ans d'économie. Mais bien sûr, mais après, c'est clair que vous qui vivez en Guinée, vous n'allez pas comprendre tout de suite comment est-ce possible. En fait, vous dites que peut-être on roule sur l'or du côté de l'Europe et tout ça, mais la réalité, c'est carrément autre chose. D'accord. Ouais. Et du coup, vous avez parlé de la galère, on a parlé tout à l'heure des médias, le rôle des diasporas, mais quand même, il y a ce côté aussi que certaines personnes ont exploité dans cette émission, le côté politique, c'est-à-dire souvent il y a des pays où ça ne va pas politiquement, et les gens sont obligés de quitter ce pays, parce que tout récemment, nous avons développé ce terme l'Asie politique, qui dit un petit peu la crise politique
qui avait sévi chez nous ici. Il y a certaines personnes qui profitent de cela pour dire que je suis harcelé par-ci par-là, mais du coup, il y en a aussi, il y a ce phénomène aussi qui pousse certaines personnes à quitter le pays. Oui, c'est pas des excuses. Je vois souvent des personnes qui quittent en Guinée, qui vont, je prends particulièrement le cas de la France, qui vont inventer des histoires à dire ouais, on était ségrégés ici ou je ne sais quoi exactement. Je comprends qu'il y a le facteur politique aussi qui joue. Ça, je le sais très bien. Je suis conscient de cela. Maintenant, aujourd'hui, si vous avez remarqué, ces gens-là sont tellement stricts en ce qui concerne les contrôles et tout ce qui s'ensuit que vous n'allez pas comprendre. Là, récemment, je prends le cas d'Espace, par exemple. Il y a quelqu'un qui a quitté, qui est parti du côté de l'Europe, et du jour au lendemain, on nous envoie un mail à savoir, ah oui, cette personne nous a dit qu'elle travaillait chez vous et que éventuellement elle était ségrégée et tout ça. Donc moi j'étais sidéré, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et voilà, finalement, du coup, vous avez avalé la mission? Non, pas du tout. J'ai dit ce que je pensais un petit peu de la situation, parce que ça peut être à l'inverse aussi. D'accord. Et du coup, vous avez parlé tout à l'heure de ce fléau qui n'est autre qu'on a parlé des causes, mais est-ce que quelque part aussi, on ne peut pas, vous qui êtes diaspora, vous n'avez pas de problème parce que le point de réintégration. D'intégration. De réintégration. Réintégration. Moi, la plupart des gens, franchement, aujourd'hui, je ne me considère pas comme un diaspora. Non, voilà. Mais quand vous venez pour la première fois, le problème c'est que la réintégration est très très difficile. Oui, parce que du coup, les gens qui occupent les places les plus importantes, comme acte, voilà, ils disent quelque part, le type, il est venu avec un diplôme de Sorbonne. Donc on ne laisse pas la place. Je crois qu'il y a ce phénomène aussi. Je suis mal placé pour parler de ça parce que je suis pas venu en Guinée pour chercher une place, ça c'est clair. Si je travaillais peut-être dans l'administration, j'allais comprendre un petit peu. Mais j'avoue quand même que oui, il y a des soucis parce que il y a des gens qui comprennent mal, en fait, souvent nos idées. Je l'avoue, hein, franchement, quand je prends le cas, par exemple, du côté d'Espace, au début, on était vraiment incompréhensible. Je prends l'exemple, ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est toujours compliqué, mais avec le temps, finalement, les gens commencent à comprendre un petit peu c'est quoi, en fait, ce que tu recherches, c'est ce que tu veux exactement pour ton pays. Je pense que c'est super important. Et voilà, maintenant, c'est préjugé. C'est qu'à la réintégration de certaines diasporas, c'est difficile, hein. Je sais que c'est très difficile. Parce que déjà, avec la couleur de l'Europe qui est sur vous, hein, non, pas forcément. Peut-être les gens ont peur parce qu'ils disent que c'est venu pour prendre leur place. Non. Et du coup, vous cherchez de l'emploi, vous êtes obligé de vous battre pour créer des petites entreprises. Je vous ai dit tout de suite, moi je suis mal placé pour parler de ça parce que non seulement je n'ai pas travaillé ici dans l'administration, genre je vais essayer de travailler peut-être, je ne sais pas, dans un ministère ou dans un département. Je n'ai pas suivi, si vous voulez, en fait, ces problèmes-là. Maintenant, je sais pertinemment, évidemment, par le retour que nous avons quand vous débarquez pour la première fois, les gens qui vous regardent un petit peu de travers, c'est très compliqué, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Donc, c'est un peu compliqué. Mais avec le temps, je pense que on arrive vraiment à se fondre un petit peu dans la foule et puis à se faire comprendre. D'accord. Et du coup, pour vous, quel est l'apport aujourd'hui de la diaspora guinéenne, c'est énorme. Diaspora africaine? Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Il ne faut pas considérer. C'est énorme parce que déjà l'argent seulement qu'on envoie chaque fin de mois ou chaque semaine. Chaque mois, c'est énorme. C'est énorme. Je pense qu'on peut organiser tout ça. La dernière fois, on a reçu chez nous Madame Nourgui Bari, qui est ministre déléguée, je pense, des Guinéens de l'étranger. Elle nous a expliqué certaines choses. Et moi, j'étais sidéré parce que quand vous prenez un petit peu les chiffres aujourd'hui, force est de croire que cette diaspora a une force aujourd'hui en ce qui concerne la vie ici en Guinée-Conakry. Maintenant, c'est de voir un petit peu, comme je le disais, c'est une question d'organisation, tout simplement. Maintenant, on peut mieux faire, peut-être comme on le fait déjà du côté du Sénégal. Je pense que, voilà, du côté du Mali également. Je pense que on peut essayer de s'inspirer un petit peu de ces gens-là, à se dire finalement, ces gens-là ne sont pas des étrangers. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand ces gens-là viennent, la plupart pour créer une entreprise, c'est tout à fait un problème. Parce qu'on essaie, il y a plein de personnes qu'on a reçues dans cette émission, pour créer des entreprises, il faut marcher, il faut faire des mois, il faut faire ceci. Je crois que c'est un peu difficile, hein, franchement. Très difficile. Si je prends l'exemple sur mon cas, moi je débarque avec un projet en main, je dépose mes dossiers, et oui, il a 25 ans à l'époque, c'est très compliqué, il faut mener une enquête de moralité, de toute façon, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait.
si on demandait un papier à un Guinéen de souche, si je vous permettez d'utiliser ces termes, moi, on me demandait 10 dossiers, quoi. Je ne comprenais pas. Donc, l'idée, évidemment, c'était de te décourager, c'était de me décourager de partir, mais je me suis dit non, ça me connecte. Voilà, avec le fil, avec le temps, finalement, on se dit... Tu étais obligé un petit peu de le faire. Et du coup, chaque fois que vous descendez en ville, et quand vous faites un petit peu le tour de la ville, vous passez devant les ambassades, et vous passez devant l'ambassade de France, et vous voyez des jeunes qui sont arrêtés sous le soleil, sous la pluie, et juste pour l'Eldorado. Et quand vous voyez ces jeunes, qu'est-ce que ça vous dit sous le soleil? Je peux comprendre ces jeunes-là. Non, il faut pas... C'est pas de leur faute. Je l'ai dit tout de suite à l'entame. Si ces gens-là quittent aujourd'hui la Guinée pour aller peut-être vivre ailleurs, en Guinée, et tout ça fait que peut-être nous, diaspora, je reprends un petit peu tes termes, peut-être on a nourri ça, peut-être que aussi la famille est là, la famille qui met la pression à se dire, tu peux mieux vivre ailleurs qu'ici, en Guinée. Donc, je peux comprendre tout ça, et c'est pas une particularité guinéenne quand on voit ces jeunes qui veulent partir. Quand vous partez du côté de l'ambassade de Guinée en France, là-bas aussi, vous voyez les gens, seulement on ne fait pas la queue, quoi. Moi, tout simplement... Peut-être c'est le traitement qui est un peu choquant. D'accord. Moi, du coup, je voulais vous poser... Pourquoi je vous ai posé cette question? Non. Parce que, il y a des étrangers qui sont passés dans cette émission et qui viennent de l'Europe, qui sont européens. Mais je les ai posé la question à savoir s'ils viennent en Guinée. Pour venir en Guinée, qu'est-ce qu'il faut pour venir en Guinée? Parce que je les ai dit, c'est simplement parce que nous, pour nous rendre du côté de l'Europe, il faut une vingtaine de dossiers, il faut une forte somme d'argent. J'ai dit, vous, pour venir en Guinée, qu'est-ce qu'il faut? Il me dit simplement que il suffit de payer 100 euros. Donc, vous voyez qu'il y a, c'est clair, il y a une sorte d'inégalité par rapport à cela. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est à nous, peut-être à nos ambassades aussi, d'être beaucoup plus rigoureux dans ce sens. Et puis voilà, n'est pas à dire, ouais, parce qu'on donne 60 euros, qu'il faut juste coller un visa dans le passeport d'un Français pour venir en Guinée. Voilà, à l'ambassade de France, quand vous partez, c'est pas dire que vous avez l'assurance d'avoir un visa. Non, il y a des études qui sont menées, on appelle en France pour se rassurer par rapport à certaines choses et tout ça. Je pense que cette rigueur-là, ces Français ont imposé ça. Nous, Guinéens aussi, on peut imposer ça, à se dire que il faut qu'on se respecte, quoi, c'est tout. Maintenant, ça, il ne faut pas l'imputer non plus à dire que peut-être que c'est plus facile. Peut-être que moi, la solution peut-être que je peux donner par rapport à tout ça. On va arriver à cette solution. Il n'y a pas de problème. C'est la mienne. Alors, il y a les jeunes, vous avez parlé tout à l'heure de ce problème de galère. Le problème de galère, les causes de l'immigration, les jeunes finissent l'université, du coup, et quand ils finissent l'université, la plupart n'ont pas d'emploi. Et du coup, il y en a qui veulent partir. Mais aujourd'hui, à fin des années 2010, il y a eu un changement de régime, il faut le dire. Pour vous, vous êtes optimiste que les jeunes peuvent rester maintenant? Ou bien qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous, il y a, en tant que, je sais que vous êtes une personne qui est imprégnée un petit peu des réalités politiques, pour vous, avec ce changement, on peut garder l'espoir? Nous, les jeunes. Il faut toujours garder l'espoir, mais non, c'est important, il faut toujours garder l'espoir. Maintenant, à se dire que, est-ce que ce changement sera synonyme que les jeunes ne vont pas se tailler, ne vont pas partir en Europe et tout, il ne faut pas rêver. Non, c'est clair que on peut se dire, oui, ce pays nous appartient parce que la Guinée de demain, c'est nous les jeunes. Je pense que c'est la conscience après qui doit frapper tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment sur Évasion, et à se dire que cette Guinée-là, c'est nous. Demain, ce pays-là nous appartient. Maintenant, si demain on se dit on va laisser les autres faire le boulot à notre place, non, ça ne marchera jamais. Mais là, tout ce qui est politique, ça c'est la politique. Maintenant, il y aura l'Assemblée nationale. Quel est le problème, tout ce qui est politique C'est ce que je dis. Il y aura l'Assemblée nationale. On peut se dire, l'espoir a permis. Je reprends vos termes, mais sans vraiment se dire aussi que ça pourrait freiner, en tout cas, ce qui se passe en jeu dans ce qui concerne l'immigration à travers le monde, surtout nous les Africains. D'accord. Et vous, il faut dire, vous étiez en France dans toutes les conditions d'égalité, hein, vous étiez dans l'égalité, tout ça, mais du coup il y avait des gens qui étaient dans l'inégalité, nos concitoyens qui vivaient dans la clandestinité. Dites-nous comment nos concitoyens vivent là-bas, parce que je sais que vous avez côtoyé certaines personnes. Je présentais même une émission à l'époque sur une chaîne concurrente à la vôtre, que j'appelais Guinéen d'ailleurs, où on partait un petit peu à la rencontre de ces Guinéens qui se déballent pas mal et qui essaient en tout cas de faire quelque chose pour que notre pays puisse bouger. L'expérience m'a servi en fait de comprendre
l'envers du décor. Parce que c'est très facile à dire, ouais, bon, moi j'ai pas de problème de papier, j'ai la double nationalité, donc t'es pas confronté à certaines situations et tout. Mais il faut essayer de côtoyer ces gens-là, ces Guinéens-là, voilà, pour connaître la réalité, comment vraiment ces gens-là s'en sortent tous les jours. Dieu seul sait que c'est pas facile parce que déjà, je sais que quand vous déposez l'asile, il y a une petite prime qui est accordée tout de suite, je ne sais pas de combien exactement, peut-être le montant ça varie, je pense qu'à l'époque c'était 400 ou 350 euros, je ne sais plus, parce que j'ai réussi à réaliser un reportage là-dessus, et voilà, avec ça, tu ne peux pas trouver d'emploi parce que non seulement tu n'as pas de papier, et même si après tu peux éventuellement trouver un emploi clandestinement, mais là aussi il faut, je veux dire, prêter le papier, et puis pour que tu puisses travailler. Là, dans ce sens, tu ne profites pas parce que tout simplement, si tu es payé à 1000 euros, à la fin du compte, la personne qui te prête un petit peu le papier, tu demandes aussi un peu d'argent. Il paraît qu'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent même travailler sur un seul papier. Oui, c'est possible, mais bon, moi, peut-être pas dans une même région. Par exemple, si vous êtes à Paris, il y a possibilité peut-être que vous envoyez aussi dans le sud ou dans d'autres régions pour que la personne puisse travailler en votre nom. Mais bon, je dis que c'est impossible dans ce sens que tout simplement, après, tout est, je ne vais pas dire qu'il y a un guichet unique, mais c'est tout comme. Parce que la NPE, donc qui après vous donne, en tout cas, si vous travaillez par exemple 8 mois ou une année, après il y a des primes, en fait, que vous pouvez percevoir et tout, mais si jamais on se rend compte que vous avez travaillé en même temps, simultanément dans deux régions, c'est différent. Là, c'est le problème. Là, c'est les problèmes. Et du coup, je sais que vous êtes imprégné un petit peu de la réalité française. Et pour vous, voilà, il faut nous éclairer un petit peu les méthodes ou les manières d'obtention de la nationalité française. Il faut se marier à une Française forcément? Pas forcément. Il faut avoir les parents déjà, je ne sais pas, qui ont la nationalité. Après, ça dépend. Oui, je vois beaucoup de jeunes qui se permettent de se lancer un petit peu dans ce saut vide, quoi. Je le dis comme ça parce que dans ce sens que tout simplement, après vous êtes utilisé comme un objet sexuel, tout simplement. Je m'excuse du terme, je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, dans ce sens que tout simplement, vous allez voir des jeunes de 25 ans qui se marient avec des femmes de 50 ans, tout ceci pour avoir le sésame, le papier. Je pense que c'est des pratiques qu'il faut laisser tout simplement dans ce sens que on n'a pas besoin de ça, c'est surtout le pays a besoin de toi. Mais là, quelles sont les conditions pour obtenir la nationalité française? Je pense qu'il faut se référer un petit peu soit au ministère de l'Intérieur. Et puis voilà. Moi, je sais que je n'ai pas eu de soucis dans ce sens parce que tout simplement. Et du coup, il paraît qu'il y a des gens qui font la queue devant la préfecture, ils se lèvent à 3 h du matin. C'est vrai, exactement. Ils se lèvent à 3 h du matin. Ça serait bien, mon cher ami, que tu fasses un reportage là-dessus dans ton émission. Voilà. On est imprégné de la réalité parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées ici, rien que des personnes qui ont eu ces problèmes qui sont passées dans cette émission. Voilà, tu te lèves à 2 h, 3 h, juste pour aller faire la queue, évidemment. Devant l'officier, c'est pas pour avoir le papier, mais juste devant l'officier. Pour aller faire la demande. Voilà, pour la demande. Et du coup, tu peux partir et ne pas accéder à la salle si on dit de prendre 100 personnes, 80 personnes. Du coup, mais est-ce que vous, personnellement, vous avez connu des amis, vous avez aidé? Parce que du coup, quand vous avez la nationalité, les gens souvent se servent de quand ils débarquent en France, on cherche à vous avoir. C'est le milieu aussi, en fait. C'est le milieu aussi. J'étais vraiment dans un milieu où j'étais beaucoup plus avec les Antillais. Si tu veux. Et notre milieu, comme je l'ai dit, c'est un milieu vraiment très fermé. Donc ça fait que peut-être que vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Vous allez demander à Sané, le correspondant de RFI en Guinée. Je pense qu'il sera bien d'ailleurs que vous l'invitez dans cette émission. Parce que, voilà, il saura vous dire un petit peu parce que on va en fait comprendre la vie des autres. Donc souvent on a du mal peut-être à vous demander certains services. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais que c'est une réalité parce que tout simplement j'ai réussi à faire un reportage là-dessus. Et voilà, maintenant ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se dire quoi exactement. Je l'ai dit tout de suite, le mot encore revient, c'est la conscience. C'est la conscience. Tout simplement. Ouais, la conscience. Parce que je me rappelle de cette phrase de M. Bernard de Mérida, qui est passé dans cette émission. Il a dit que la Guinée a tout. Et il m'a dit quelque chose, il a dit 5 kilomètres, on peut trouver de l'eau. La Guinée, vraiment, si l'Espagne était comme la Guinée, aujourd'hui c'était différent. Mais ce qui manque aux Guinéens, il a dit quoi? Qu'est-ce que la prise de conscience? La prise de conscience, en même temps, essayer de matérialiser tout ceci. On peut se taper la poitrine tout le temps à dire, ouais, la Guinée, le château d'Afrique, le scandale géologique. Voilà, tout ce que vous voulez. Mais c'est théorique.
C'est ce que je dis. Il y a de l'espoir. On oui. peut dire vraiment qu'il y a de l'espoir parce que... Dans 5 ans Non, pas dans 30 ans, pas du tout. Peut-être dans 5 ans, on va commencer à voir les résultats. On peut se dire que ça peut changer, tout simplement. Avec nos gouvernants, évidemment, parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est très important. Donc ça peut changer. Ça peut changer. Donc les solutions. Les solutions. Ben justement, je pense d'ores déjà, c'est occuper cette jeunesse-là. Parce que tous ces jeunes-là qui quittent, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas d'emploi. Occuper les jeunes. Voilà, occuper les jeunes. D'accord. Et de deux, ça serait en fait de donner la chance à tout le monde. Quand je dis la chance à tout le monde, ça veut dire quoi exactement? Le ministère des Affaires sociales doit jouer son rôle dans cette affaire-là. Le ministère de la jeunesse, parce qu'on parle des jeunes ici, justement. Il ne s'agit pas à chaque fois de dire, ouais, bon, le projet Fonige, je vois ça souvent. Je ne suis pas là pour critiquer ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est important. C'est la forme et la manière. C'est bien, parce que nous, on a fait entendre qu'ils ont débloqué une somme pour la jeunesse. Justement. Mais à quoi sert ce fonds? Gros point d'interrogation. Malheureusement, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne saurais pas vous dire à quoi ça a servi, mais je pense que d'ordre déjà, vous avez touché un point tout de suite. Vous dites, quand on est diaspora, quand on vient en Guinée, on a du mal vraiment à vous donner cette possibilité peut-être de créer votre entreprise. Oui. On essaie de tout faire pour faire fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, avec 100 000 francs, je prends l'exemple sur plein de jeunes qui ont réussi dans ce pays-là, qui n'ont pas quitté la Guinée. Je prends le cas de KPC, tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Je prends le cas de qui encore, Maka de la Guipresse, sans vraiment faire de la publicité. Ces gens-là m'ont expliqué un petit peu comment ils ont démarré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ces gens-là doivent être des modèles. Donc ça veut dire qu'on peut rester ici et... on peut rester là et réussir. Justement. D'ailleurs, on sait déjà, les plus grands richards de la Guinée sont tous, la plupart, ils ont tous fait leur argent, parce que les plus grands richards de la Guinée, il faut les aider. Ils n'ont jamais quitté la Guinée. Les commerçants, hein. Mais bien sûr. Et du coup, ils ont commencé ici leur carrière. La plupart d'autres même ont quitté les villages pour venir dans les grandes villes pour développer un petit peu leur unité industrielle. Et du coup, vous avez parlé tout à l'heure, occuper les jeunes, il faut un petit peu donner la chance à tout le monde. Mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas aussi la prise de conscience de la jeunesse? Parce que du coup, il y a des jeunes qui s'organisent en des ONG, et ils vont voir les bailleurs, le gouvernement, on les octroie un fonds, et puis, du coup, le jour qu'on leur octroie le fonds, le lendemain, la situation est de feu. Ça dépend, il faut un contrôle aussi. Il ne s'agit pas de débloquer seulement les fonds. Je pense qu'il y a un suivi qui doit suivre après. Et ce que vous oubliez aussi, mon cher ami, c'est que souvent, la plupart de ces gens-là qui débloquent ces fonds-là, souvent si c'est des ministères, il y a des petites combines. N'ayons pas peur de dire les choses, c'est important. Souvent, c'est quoi? Ouais, je vais vous aider. Eh ben, si vous avez le fonds, eh ben, vous allez me donner une petite enveloppe. Donc c'est comme ça se passe, malheureusement. Je pense que s'il y a un suivi et à la rigueur, tout est possible. Ce pays n'est pas un pays maudit, tout est possible. Donc il y a un moment, je pense que si cette jeunesse est consciente, elle est accompagnée, on peut faire des miracles. Mais est-ce que quelque part aussi il n'y a pas une sorte de manque de communication par rapport à ce fléau de l'immigration clandestine? Parce que du coup, jusqu'à présent, ce phénomène existe, une famille entière qui n'a qu'une seule concession, essaie de revendre cette concession pour envoyer un seul enfant du côté de l'Europe. Je crois qu'il y a une sorte de manque de communication à ce phénomène. Il y a non seulement manque de communication, moi je pense que des émissions comme cette émission, c'est des échanges en fait que nous devons peut-être passer sur toutes les chaînes de télévision. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que elle conscientise, dans ce sens que elle donne la réalité, tout simplement. Donc je pense que vous avez parlé de communication. Oui, Rougui, on l'a reçu plusieurs fois chez nous. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une dame qui a beaucoup de volonté. Elle est vraiment dynamique. Qui communique sur d'autres, mais pas sur l'immigration. C'est ce que je dis justement, mais il faut avoir l'accompagnement aussi dans ce sens-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la source du problème, si il y a conflit de compétences, ou je ne sais pas rentrer dans cette guéguerre, ou je ne sais quoi exactement, mais je pense que si on aide cette dame aujourd'hui, elle peut faire des miracles, tout simplement. Quand je dis des miracles, c'est peut-être en soutenant des émissions comme ça, la communication, une émission comme la vôtre peut être diffusée aussi sur la RTG, peut être diffusée aussi sur d'autres chaînes de télévision, sur Espace TV. Moi, je suis prenant, il n'y a pas de problème, parce que tout simplement, je pense qu'il faut des témoignages. Et quand je dis des témoignages, ce n'est pas en appelant des experts ou je ne sais quoi exactement, c'est plutôt des personnes qui ont vécu l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce sens-là, peut-être ça peut changer tout simplement les choses. Et franchement, il faut communiquer, parce que moi, franchement, je ne savais pas personnellement qu'on pouvait expulser une personne de Dubaï. Pour moi, Dubaï, c'est le paradis. C'est quand j'ai reçu une personne qui a été expulsée de Dubaï, et quand j'ai reçu des gens qui ont été un petit peu
qui ont vécu ce phénomène dans les pays arabes. Vraiment, ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué. Et du coup, on a des images même du côté de la Libye, et de concitoyens qui sont morts sur le désert. Et franchement, on a des images qui choquent. Peut-être vous aurez l'occasion un jour de voir ces images. Je pense qu'il faut passer par ça aussi. Hein. C'est des campagnes chocs comme ça. Et voilà, c'est des campagnes chocs comme ça qu'il faut peut-être diffuser. Ça peut être des spots. Au lieu de passer son temps un petit peu, parce que nous, tout le temps des Guinéens, aujourd'hui, même quand on part dans les marchés, même les vendeurs de piments, et chacun se lance un petit peu à parler de la politique. Parce que là, je crois que la politique elle est importante. Mais du coup, ce phénomène est un facteur de sous-développement aujourd'hui qu'on doit insérer même dans les programmes de lycée, parce que ça fait partie aujourd'hui du sous-développement. Une famille qui n'a qu'une concession et qui revend, donc du coup, la famille redescend encore dans la misère. C'est une manque d'information, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une manque d'information. C'est un manque d'information, pardon, dans ce sens que tout simplement, ces parents-là, ces familles-là se disent dans ce sens que en envoyant mon enfant à l'étranger, en Europe, peut-être que j'aurai une vie meilleure, un lendemain meilleur. Parce que l'enfant de telle personne justement a fait cela. Donc voilà, maintenant, la base, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette personne est arrivée là? Et souvent, on se ment nous-mêmes aussi, parce que quand vous venez, vous trouvez votre ami avec qui vous avez vécu ici pendant de très bons moments et que vous avez du mal vraiment à le dire, vraiment la réalité, ça devient très compliqué. Vous aurez du mal à canaliser des personnes comme ça, à se dire quoi exactement demain ou après-demain, ben, elle sera tentée cette personne aussi de partir, je suis désolé. Et du coup, vous qui êtes revenu, du coup, j'ai des amis qui sont restés là-bas, et aujourd'hui, entre ces deux groupes, vous avez de regrets, ben c'est eux qui ont le regret aujourd'hui, hein? Le regret, non, parce que c'est pas des gens qui ont fait comme moi, donc moi je n'ai pas de regret. Si c'était à refaire, je referais, ça c'est clair. Oui, c'est clair que beaucoup m'appellent souvent à me dire, ouais, c'est toi qui as vu juste, parce que nous au début, voilà, parce que tu es rentré. De la migration. Voilà. Bon, vous avez dit aujourd'hui, si j'étais parmi ces Français, je pense pas si on allait parler de moi. Non, pas du tout. Souvent, j'ai des témoignages comme ça où les amis qui m'appellent à me dire, ouais, finalement, tu avais raison, il fallait faire le choix là, et puis voilà. Et nous aussi, si on avait des possibilités, je dis, mais il n'y a pas à dire de possibilités. Moi, je suis rentré en Guinée, je n'ai pas compté sur quelqu'un à dire, ouais, telle personne va essayer de faire le boulot à ma place, quoi. Non, je suis au fourneau. Voilà, directement là-dedans. Je pense que c'est comme ça. Il faut le faire. Maintenant, je comprends souvent aussi d'autres qui viennent en Guinée et qui essaient de commencer des affaires, qui laissent dans la main des autres. Et puis après, qui repartent. Non, ça ne peut pas bien se passer. C'est pas les affaires que mal gérées. Voilà. Il y a d'autres personnes qui se 99% c'est ça. Ouais, il y a d'autres personnes qui se découragent quand ils envoient de l'argent à leur famille, à leurs proches, et du coup, quand ils viennent, c'est le désespoir. Tout simplement. Non, parce que, en fait, cette personne que vous avez laissée poursuivre ces affaires-là n'est pas, en fait, au bain de la réalité. Pour cette personne, peut-être, mon frère vit ou roule sur l'or du côté de l'Europe et tout ça, mais si vous êtes là, vous essayez de donner, je ne sais pas, le ton, d'accord? Vous restez, vous essayez de montrer à la personne comment ça se passe, comment ça doit se passer, comment ça fonctionne et tout ça. Je pense que, même si après vous allez laisser la main, la personne comprendra quelque part que ce n'est pas facile. On ne vous a pas donné ça sur un plateau d'or. Vous voyez ce que je veux dire? La personne a cherché très dur l'argent. Et du coup, aujourd'hui, la diaspora guinéenne, franchement, on est fiers de cette diaspora guinéenne. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez certaines personnes qui sont en train de rentrer, ou bien il y a des gens, c'est le départ, c'est les rentrées, c'est pas trop, hein, la diaspora guinéenne? Ça dépend. Moi, le cas de la Guinée, par exemple, quand je suis venu, certes, c'est en rentrant comme ça que j'ai rencontré quelques amis. J'ai vu vraiment qu'on a des passés qui se ressemblent un petit peu. Je prends le cas de Moustapha Naïté, qui m'a beaucoup conseillé. Il y a Moussa Sidibé de la RTG, qui était votre directeur ici. Voilà, moi, c'est des personnes en fait qui m'ont vraiment soutenu au début parce que Dieu seul sait que c'était pas du tout facile. Moi, quand même, je me souviens quand même quand vous venez parfois passer AKS avec Banque. C'était la RGI à l'époque. Pendant les vacances, je venais et tout, donc on me demandait de produire des émissions comme ça, donc je les donnais gratuitement. Et puis voilà, donc voilà, à l'époque, c'était vraiment, comment dire, un souhait en même temps. Et peut-être qu'il y a eu un déclic en faisant ces émissions-là, parce que vous voyez un petit peu comment les gens sont contents du rendement, de ce que vous faites. Je pense que dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, on n'attend pas des milliards. Tout ce qu'on attend, c'est que ce que vous donnez,
que vous puissiez avoir un retour. Voilà, un retour par rapport à ce que vous donnez. Je pense que c'est ce qu'on attend de cette émission. Effectivement. Voilà. Et du coup, on va toujours, parce que pendant un moment, je sais que le pays, il y avait une situation politique qui n'allait pas de tout. Et donc, il y a certaines personnes, du coup, qui ont profité de cela pour un petit peu se rendre devant les ambassades, parler de l'asile politique, tout ça. Et du coup, on sait quand même comment ça s'est passé. Vous avez quelque chose à dire par rapport. Est-ce que ça valait le coup de parler de partir devant de l'asile politique avec ça dépend. Moi, je peux vous dire que si vous n'êtes pas dans la situation de ces gens-là, vous ne pouvez pas comprendre exactement de quoi elles souffrent, ces personnes-là. Maintenant, comprendre, oui, je peux comprendre, parce que si ces gens-là se trouvaient là depuis des années et tout ça, et que l'occasion maintenant est offerte à ces gens-là de profiter pour avoir les papiers et tout ça, ça peut se comprendre. Maintenant, comme je l'ai dit, la source c'est quoi exactement? C'est la communication. La source, c'est la conscience. La source, c'est se dire, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est très important. Parce que tout ce qu'on dit là, ceux qui ont des projets pour partir vont toujours partir. Hein, de toute façon. Voilà. Et du coup, vous allez fixer la caméra, M. Lamine, qui est en face de vous. Et votre dernier mot à cette jeunesse qui est en train de nous regarder maintenant, qui ne coûte que coûte sur un dernier mot. Je dirais à cette jeunesse de Guinée, d'abord, c'est de se poser des questions avant de dire, ouais, je veux partir. C'est de dire, de peser le pour et le contre. Pourquoi je pars? Si je pars, qu'est-ce que je peux faire là-bas de l'autre côté? Est-ce que j'ai l'intention de revenir? Parce que tout simplement, vivre ailleurs, c'est toujours difficile. Vivre ailleurs, c'est que on n'est pas en fait maître de soi-même. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que on n'est pas, on met de la dignité de côté. On devient esclave. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu cela. Je pense que avant de partir, c'est de bien préparer en fait la feuille de route, c'est très important. Donc tout ce qu'on fait de toute façon sur cette terre-là, c'est la clé quelque part de la réussite. Vous pouvez dire oui, je pars, je vais gagner beaucoup de millions, je vais venir construire ici en Guinée. Oui, c'est bien, mais seulement vous ne connaîtrez jamais le futur de ce qui vous attend là-bas sur le terrain. Donc ce que pour clore, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord se poser et surtout se dire je pars, je dois revenir, tout simplement. Je pars, je dois revenir, c'est le dernier mot de M. Lamine Guirassy. Lui, il est parti, il est revenu, comme tant d'autres qui sont partis, qui sont revenus. Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez déjà, cette émission qui traite de l'immigration clandestine, nous avons reçu sur ce plateau ce grand monsieur qui n'a plus à présenter en Guinée, il s'agit bien sûr de M. Lamine Guirassy, directeur général Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, bientôt lancement d'Espace TV, n'est-ce pas, M. Lamine? Oui, c'est bien voilà. ça. Et bientôt Espace Région, Labé, Kakandé, Mamou, Suite FM Guinée. J'espère que M. Lamine sera avec nous chaque fois qu'on aura besoin de lui. Avec plaisir, voilà. Avec plaisir. Et du coup, mesdames et messieurs, l'émission Partir ou Rester, vous l'avez entendu, hein, vous qui êtes à la maison, Partir ou Rester, faites votre choix, au revoir.